Il y a quelques semaines, j'ai eu l'honneur de passer 24 heures avec l'une des 30 plus grosses fortunes de France, Moed Altrad. Né dans une famille bédouine au cœur du désert syrien, il a monté un groupe industriel qui pèse plus de 6,5 milliards d'euros et emploie plus de 70 000 personnes à travers le monde. Et au cours de cette journée, je lui ai posé une question qui m'intriguait fortement. Quand t'es milliardaire, parce que justement t'es parti de rien, t'as dû te faire, t'as eu tout ça, etc. Mais comment tes enfants qui ont grandi avec tout, tu leur transmets ces valeurs-là, donner à tes enfants le goût du travail et une bonne éducation, c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, je l'ai retrouvé chez lui, à Montpellier, avec sa fille cadette, Emma, pour tenter de comprendre ce que c'est de grandir dans l'ombre d'un nom qui vaut plusieurs milliards d'euros. On a énormément de chance, il faut s'en rendre compte. Et moi, j'ai toujours eu pleinement conscience que j'avais aucun mérite sur cet argent-là. Il y a énormément de gens qui rêveraient en fait d'être à notre place, mais il y a une partie empoisonnée parce qu'il y a toute cette attente. Et toi, Moed, est-ce que tu as eu des discussions en particulier avec eux pour qu'ils aient justement cette valeur de l'argent-là, cette conscience? Tu penses que c'est plus eux qui l'ont acquis naturellement comme ça? Franchement, je suis aux antipodes de ce qu'on pense. J'avais envie de montrer que j'avais moins d'argent que les autres parce que c'était un problème. Si tu peux me mettre dans une ferme avec des enfants, toute ma vie, moi, je suis contente en fait. N'importe quel enfant a envie de rendre fier son père. Quand rendre fier son père, ça veut dire faire fructifier un groupe aussi gros que celui-là. Faut avoir les épaules, quoi. Avant de démarrer, rapide point sur Yomoney qui accompagne cet épisode des Talks 24 Hour With. Yomoney, c'est une solution pour investir simplement en déléguant la gestion de son argent à des experts avec une approche 100% en ligne et pensée pour le long terme. Je fais très attention aux partenariats qu'on intègre sur le média et ce que j'aime avec eux, c'est qu'ils sont présents depuis plus de 10 ans. Ils ont accompagné plus de 80 000 clients et ils gèrent aujourd'hui plusieurs milliards d'euros. Le principe, il est assez simple. Vous définissez vos objectifs en fonction du profil d'investisseur que vous êtes et ensuite vous déléguez la gestion à leurs équipes dans un cadre qui est transparent et structuré. L'idée, c'est pas de faire des coups, mais de construire quelque chose de solide dans la durée sans y passer des heures tous les jours. Et je trouvais ça aussi intéressant parce que dans cet épisode, on va parler de transmission et il propose justement une offre dédiée pour vos enfants ou vos futurs enfants, Yomoney Kids, qui est accessible dès 300 €. Si vous souhaitez en savoir plus, vous avez juste à cliquer dans le lien qui est dans la description et on se retrouve tout de suite avec Moed et Emma. Merci du coup de me recevoir, Moed et Emma. Emma, du coup, tu m'avais contacté sur Insta juste après la vidéo qu'on avait sortie du coup avec Moed pour me faire justement un petit retour dessus. Tu m'avais proposé du coup qu'on puisse avoir une discussion pour découvrir aussi un petit peu la relation que vous avez dans la famille, comment toi tu as vécu justement toute l'histoire de ton père pour te construire aussi en tant qu'enfant à travers tout ça. Déjà, hors caméra, vous vous donniez des petits coups de pied, etc. et tout, les gars. C'est habituel et... J'ai remis le mot contient. Non mais moi j'étais contente parce que il y a eu beaucoup d'interviews avec lui et j'ai trouvé que celle-là elle était vraiment naturelle et donc c'est pour ça que je t'ai envoyé un message. J'étais contente de ce qui était sorti de ça et je t'avais entendu parler justement de cette idée d'éducation, comment on fait en fait quand on a beaucoup d'argent pour quand même garder les pieds sur terre, etc. Ouais. Et je me suis dit que justement c'était l'occasion d'en parler. Je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Et moi, je me pose souvent ces questions-là, j'en sais avec mes potes, on entreprend tous à des âges qui sont assez jeunes, on a tous des ambitions qui sont assez grosses, et on se dit, ok, mais nous, la plupart, on part de rien, ou en tout cas, on part soit de la classe moyenne ou plutôt basse, et c'est justement ça aussi qui nous a motivés à atteindre certains objectifs de vie, etc. Donc on se dit, mais demain, par exemple, quand nous, on aura des enfants, comment on va faire pour qu'eux, ils aient cette même détermination, et s'il faut qu'on veuille qu'ils aient cette même détermination, alors qu'ils n'ont pas la même chose aujourd'hui, tu vois. Mais tu sais que les profils changent d'une famille à l'autre, de contexte aussi dans lequel les enfants sont nés, enfants, adolescents, adultes. Donc tout ça, ça joue un rôle très important. Le contexte dans tous les domaines de la vie, c'est très important. Sinon, on va parler hors contexte, comme on dit, et c'est pas ça qui est souhaitable. L'idée, c'est que les spectateurs, les gens qui regardent ton film, ou ta vidéo, ils puissent pas s'inspirer, mais de dire, voilà, il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas de mon contexte finalement, qui a une façon d'être qui est différente. Et après, libre à chacun de trier dans tout ça. Et maintenant, du coup, pour revenir un petit peu à ce après cette parenthèse-là, du coup, directement à vous, votre histoire, votre relation dessus. Comment s'est passé un petit peu toi, Emma, dans le sens où aujourd'hui, tu as toujours été du coup entrepreneur. À côté, il y a eu aussi la politique qui s'est mêlée. J'imagine que du coup, tu n'as pas forcément beaucoup de temps quand même. Donc ton temps, on va dire, comme on disait, c'était une question un petit peu aussi de priorité, d'enjeux, etc. Toi, comment tu as vécu un petit peu justement toute ton enfance dans tout ça, je dirais, Emma?
Moi, je pense que ça a beaucoup changé avec les années. Quand j'étais petite, je le comprenais pas. J'avais l'impression que s'il n'était pas avec nous, c'est parce qu'il pensait que... Ah, c'est con. Je suis pas la plus des gens du groupe. Mais j'avais l'impression que s'il ne prenait pas de temps pour nous, c'est parce que c'était pas important pour lui. Et avec le temps, j'ai compris que ça avait rien à voir. Comment tu l'as compris? J'ai compris, je pense, au moment où j'ai vu le nombre de gens qui comptaient sur lui. Par exemple, quand je vois le rugby, le club, etc., il y a tellement de gens qui comptent sur lui pour que ça fonctionne. Au groupe, moi, à 7 ans, on me dit il y a 60 000 personnes, mais c'est quoi 60 000 personnes? C'est quoi 60 000 familles? Je sais pas ce que c'est, moi, à cet âge-là. Donc, avec le temps, j'ai compris que ces gens-là, ils avaient besoin de lui. Et c'est pas pour autant que nous, on n'avait pas besoin de lui. Mais il faut faire un choix, il faut trouver le temps. Et aussi, je trouve que avec les années, il prend plus de temps pour lui. Et donc, de fait, plus de temps pour nous. Parce que son bonheur, il est aussi avec sa famille. Et donc, c'est différent. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, j'avais beaucoup de mal à comprendre ça. Et toi, moi, justement, même avant que tu aies des enfants, est-ce que c'était une crainte, par exemple, que tu avais de te dire, par exemple, est-ce que j'arriverai à être suffisamment présent pour eux? Et aussi dans le sens où, toi, tu as grandi sans avoir directement de modèle, du coup, sans tes parents, sans ton père, sans ta mère directement. Et donc, du coup, comment se construire et être un bon père ou se projeter avec ses enfants quand soi-même, on n'a pas été directement l'enfant de parents qui étaient présents, tu vois? Absolument. Donc, petit à petit, si tu veux, des choses se sont matérialisées. Et petit à petit, tu sens de l'assurance, quoi. Mais mélangé avec un peu une sorte d'inquiétude permanente, quoi, en quelque sorte. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je ne vais pas y arriver? Si j'y arrive pas, qu'est-ce que ça va donner? Et si je continue, est-ce que... Enfin, il y a plein de questionnements, mais qui se transforment, ces questionnements, au fil du temps, jusqu'aujourd'hui. Ça existe. Par exemple, je prends la guerre Iran, États-Unis-Israël. Eh bien, c'est un souci permanent. Tu as 24 000 personnes de chaîne métrage qui travaillent dans la région. Et la moitié, parfois plus que la moitié, ne travaille plus parce que il faut quoi qu'ils travaillent. Il y a des autorités locales et il y a des alertes et ils vont pas envoyer les ouvriers ou les gens de la société ultra de là-bas qu'on risque leur vie, en quelque sorte. Donc il y a assez de soucis. Depuis le début de ma carrière, c'est-à-dire il y a 40 ans, en chef d'entreprise, le monde s'est accéléré, quoi. Pour répondre à ce qu'il disait sur les enfants, aussi c'est différent parce que ces enfants, ça va de 48 à moi qui ai 23 ans. Et quand il a eu son premier fils ou sa fille, le contexte d'Altrad n'était pas le même qu'aujourd'hui. Donc il avait besoin peut-être de travailler plus. Donc moi qui ai l'impression qu'il n'était pas très présent, je pense que c'était encore plus présent pour mes frères et sœurs. Parce qu'il avait quelque chose à construire, qui était déjà construit quand je suis née. Donc je pense que c'est aussi pour ça que leurs sentiments ne sont pas les mêmes que les miens. Et à l'époque, on habitait à Paris. Là, tu vois. Et à Paris, il était à l'école. Donc, et moi, j'ai créé le groupe ici, dans un village à côté de Montpellier. Et je partais le matin, ça venait du matin. Et je rebutais le dimanche pas. Bon, donc je ne lui connais pas. Emma, donc du coup, tu avais peu de moments donc, du coup, avec ton père dessus. Mais c'était quoi un petit peu, je dirais, le moment où tu sens que vous avez pu justement commencer à créer un vrai lien et peut-être à renforcer justement la relation? Je pense que c'est quand j'ai quitté Montpellier. Je suis partie 18 ans. Je suis partie vivre à Lyon pendant 2 ans. Et je pense que à ce moment-là, mon père il s'est dit putain, ma fille elle grandit. Et ça lui a fait bizarre. Au début, il voulait pas trop. Et je me souviens d'une fois où il est venu et on est resté, je crois, 4 heures au restaurant. On n'a pas arrêté de parler. Et tout le week-end, on n'a pas arrêté de parler. Et il m'a confié plein de choses sur sa vie, sur son passé. Parce que moi, en fait, je l'ai rencontré à 50 ans. Donc, il avait déjà fait une partie énorme de sa vie.
Et donc j'ai appris plein de choses et je pense que c'est là qu'on a commencé à avoir une relation beaucoup plus profonde et on a commencé à vraiment se dire les choses, à se connaître mieux. Entre père et fille à ce moment-là, Ouais. plus... Parce que je pense qu'on a toujours été très soudés, mais comme un père et sa petite fille, quoi. Et puis à ce moment-là, je pense que c'était une relation, ça a commencé à être une relation presque de confident. On se raconte les choses, on s'exprime, on peut ne pas être d'accord et puis on va. Et puis du coup, on est pareil sur beaucoup de points. Et on est les seuls à pouvoir discuter 4 heures de la définition d'un mot. Tout le monde, ça va les embêter. Nous, mais pourquoi? Ça veut dire quoi? Et puis on peut parler de ça et en fait avant, je connaissais pas cette partie de lui. Et des petites questions comme ça, mais je me permets de rentrer en plus dans le sujet, genre tu vois, directement du rapport aussi avec l'argent, etc. Aujourd'hui, Tom, ouais, ça se passait comment et toi aussi, Emma? Genre, c'est par exemple, moi je sais pas, par exemple, quand j'étais petit, genre, t'as un petit peu d'argent de poche ou de trucs comme ça, mais tu vas peut-être avoir des fois, moi je crois que j'avais 2 euros par semaine, genre un truc comme ça, genre, tu vois, pour démarrer. Toujours 2 euros par semaine. Toi, comment ça s'est passé? Moi, t'étais en mode, entre guillemets, j'ai manqué, donc mes enfants, je leur offre tout ce qu'ils veulent, je leur achète tous les jouets qu'ils veulent, je leur donne tout ce qu'ils veulent, etc. et tout. Ou au contraire, vu que moi j'ai pas eu, bah, je veux aussi qu'ils comprennent ce que ça fait de pas avoir et qu'ils apprennent justement comme ça. C'était plutôt quoi ta position? Parce qu'il y a des tranches d'âge pour en fait, au début, c'est jamais finalement acheter des bonbons, acheter les jouets, acheter des bédos, faire des cassons. Tu voulais des moments? Là-bas, t'as des mecs qui s'est choqué, c'est cool. Ouais, je volais. Avec mon frère, on allait au cinéma, on volait des chocolats. Mais je sais pas, la Drovaline. Là, tu leur donnais ou pas? Du coup, tu leur... Lui, il était pas là au cinéma. Ah oui, parce que justement, il était pas... Sur la route maison école, il y a une boutique pour les vendre des bonbons. C'est ma sœur, hein, c'est vrai. Et il fallait, c'est ta sœur, oui, pardon. On doit s'y connaître pas, ça c'est. Il fallait vraiment s'arrêter pour acheter le bonbon, sinon la journée est foutue pour elle. Et elle était, comme petite, elle était assise derrière. Et elle attendait ce moment que je rate. Et dès qu'on s'arrête, elle file et elle sait où c'est ce qu'elle va prendre. Parce que là, souvent, quand t'es adolescent, tu commences à voir que t'habilles avec des habits de marque, tu vois, il y a la comparaison encore avec les autres de l'école, etc., tout ça. Ça, du coup, toi, tu leur achetais globalement tout ce qu'ils voulaient, ou au contraire, non ou... Non, non, pas tout ce qu'il voulait. D'abord, il voulait pas tout. Hein. Non, mais en fait, lui, il avait osé, quoi. Non, mais c'est... Il avait. Il a toujours, je pense, un peu de mal à dire mais. Je pense que c'est difficile pour lui de nous dire bah non, tu vas pas prendre ça parce qu'on sait qu'il pourrait. Mais c'est à nous de comprendre est-ce qu'on mérite vraiment? Est-ce que c'est si intelligent que ça de mettre de l'argent là-dedans? Par exemple, là, je dois changer de voiture. Je sais que je pourrais prendre un truc de luxe, mais ça m'intéresse pas vraiment. Mais comment t'as eu cette conscience-là? Comment t'as commencé à te dire ça? C'est vrai, t'as plein d'enfants, ils se diraient juste, bah attends, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je peux tout avoir. Tu parlais de la comparaison. Ouais. Moi, c'était un peu dans le sens inverse. J'avais envie d'être en dessous des autres. J'avais envie de montrer que j'avais moins d'argent que les autres quand j'étais au collège parce que c'était un problème. Ça a créé... Pourquoi c'était un problème? C'était un problème pas pour moi, mais pour les autres. Parce que il y avait... tu sais, c'est un peu comme des métis. T'es trop arabe quelque part et t'es trop français ailleurs. C'était un peu ça, en fait. J'étais soit trop, soit pas assez. Et déjà, non, on n'a jamais grandi dans les marques, les trucs hyper ostentatoires et tout. Mais quand même, les gens savent, parce que Montpellier, mine de rien, c'est petit. Il n'y a pas de très grand nom à part Accra des Nicolins. Donc les gens connaissent. Et même si tu montres pas, ils savent que tu as de l'argent. Et moi, j'avais envie de montrer que j'en avais pas. Parce que déjà, au collège, t'as pas d'argent. Qui que soit des parents, t'as pas d'argent. Et moi, j'ai toujours eu pleinement conscience que j'avais aucun mérite sur cet argent-là. J'ai rien fait pour mériter. C'est pas mon argent. Et puis, je sais pas, il faut prendre un peu de recul aussi là-dessus. C'est pas... si les gens t'aiment ou si t'as la classe au collège parce que... à l'époque, c'était les finales et trucs comme ça. Si t'as la classe pour ça,
bon, bah, c'est pas des amis, quoi. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Mais j'avais besoin. En plus, j'étais très garçon manqué. Où j'étais très surveillée sous. Donc, j'avais pas besoin de trucs chers. Mais bon, on a appris très vite que, en fait, c'est pas parce que t'as de l'argent que tu vas payer une baguette à 15 €, quoi. Mais T'avais la valeur des choses. j'espère que je pense. Je pense que j'ai. Je pense que c'est le cas, par exemple, le cas pratique actuel, à la sa voiture, on a quitté des kilométrages, c'était 3 ans. On parle de ça, il faut la changer avant qu'elle ait beaucoup de kilométrage pour coder le maximum de valeur et on va ajouter un peu pour acheter une neuve. C'est toujours, je voudrais. Il a dit. Cache-toi. Ah ouais. Et il a dit, non mais c'est une voiture de mamie, tu prends pas ça. Mais attends, mais laisse-moi tranquille. Mais parce que ça sert à rien en fait. Et moi aussi, une certaine voiture, ça va t'attirer aussi beaucoup de regards de l'autre côté, des choses comme ça. Ça m'est. Ouais, je me dis, les regards, tu les auras dans tous les cas. Ouais. Donc, voiture ou pas. Et toi, Moed, est-ce que tu as eu des discussions en particulier avec eux pour qu'ils aient justement cette valeur de l'argent-là, cette conscience? Je pense que c'est plus eux qui l'ont acquis naturellement comme ça. Je pense que de ce côté-là, ils sont tous pareils à peu près. Est-ce qu'en termes d'éducation justement dessus, même genre tu vois par exemple en termes d'attente, est-ce que toi par exemple quand tes enfants ils sont nés, tu te disais que tu voulais par exemple que eux aussi accomplissent certains types de choses, que eux aussi deviennent entrepreneurs, ou alors pas du tout et chacun fait ce qu'il veut? Est-ce qu'il y avait des attentes de ton côté, tu dirais, Boy? J'aurais aimé, si tu veux, qu'il y ait une succession, quoi, parce que c'est un groupe que tu connais et tu en as parlé. J'ai beaucoup écrit sur la notion d'éternité. L'éternité pour l'homme n'existe pas finalement. Mais en réalité, elle peut exister à travers la trace que tu laisses à un moment donné avant que tu partes pour un long voyage. Cette trace existe, mais mon souci, c'est de la faire perdurer, tu vois, dans le temps, pour servir un maximum de gens. Et pourquoi pas laisser une trace dans l'histoire avec un grand acheté. Donc là, c'est un peu de déception parce qu'il y a 3 sur 5 qui sont dans le bas. Et il en reste que 2. Et il y a tout le poids de la famille sur les 2. Et donc, ça, c'est un poids lourd à rapporter finalement. Et à se projeter, et il n'y en a aucun qui veut assister à la mort de l'entreprise qui est illégible, quelque sorte. Peut-être c'est parti des 3 ou des 2, Emma? Je suis un peu la Suisse. Je dis que, en fait, on a commencé à en parler il y a 2-3 ans. Il y a mes 2 grands frères et ma sœur qui travaillent au groupe Deloitte depuis plusieurs années. Et mon frère et moi, on a 24 et 22 ans. 25 et 22 ans. Et moi, en fait, c'est pas que je veux pas, c'est que j'ai peur. En fait, j'aurais trop peur de prendre des responsabilités et de faire une erreur. De pas être à la hauteur Ouais, de faire une erreur qui détruise 40 ans de travail. Et il y a aussi... Moi, je trouve que c'est difficile de travailler en famille. Et je voudrais au plus préserver mes relations avec mes frères et sœurs. Et si ça coûte de pas travailler de mon groupe, eh ben, c'est pas grave, quoi. Mais peut-être que ça évoluera avec le temps. Mais ça fait pas partie de mes rêves. T'as l'impression que c'est un poids un petit peu, tu vois, d'avoir grandi dans ce contexte-là, avec un père qui a bâti justement une fortune comme ça, une entreprise où il y a autant d'employés, autant de personnes. Est-ce que t'as l'impression que c'est un poids pour toi? Je pense que c'est un cadeau empoisonné. C'est vraiment un cadeau parce que on a énormément de chance. Il faut s'en rendre compte. On n'a jamais manqué de rien. Il y a énormément de gens qui rêveraient en fait d'être à notre place. Mais il y a une partie empoisonnée parce qu'il y a toute cette attente. Je pense que n'importe quel enfant a envie de rendre fier son père. Et quand rendre fier son père, ça veut dire faire fructifier un groupe aussi gros que celui-là. Faut avoir les épaules, quoi. Donc, c'est un cadeau empoisonné, mais ça reste un cadeau, disons. Il y a toujours le poids du risque de l'échec. Et on parlait justement de traces. Aujourd'hui, toi,
Typiquement, Emma, c'est quoi un petit peu, peut-être dans des discussions clés, etc., peut-être des conseils, tu vois, un petit peu, ou des partages d'expériences de vie, etc., que t'as pu recevoir de ton père, qui t'ont justement vraiment marqué et qui tu te dis que c'est des choses que tu veux garder en toi justement toute ta vie et vraiment implémenter, on va dire, dessus. Ça peut être business ou perso, hein, les deux. Ouais, en fait, ce que je garde de lui, c'est pas vraiment lié ni à l'argent ni au business. C'est. En fait, on est très liés, par exemple, sur l'écriture. On aime beaucoup tous les deux lire, écrire, le sens des mots, tout ça, c'est un truc que je garde de lui. Et la notion de valeur, les valeurs d'humilité, tout ce que tu as vu en bas, là, au groupe, toutes ces valeurs, c'est un truc que je veux garder absolument et que j'aimerais que mes enfants comprennent plus tard. Mais par rapport à l'argent ou au business, je crois que ça m'a jamais vraiment trop intéressée. Donc soit il m'a pas donné de conseils, soit je l'ai noté écouté. Mais c'est vrai que on en a parlé plusieurs fois parce que j'avais besoin de lui, par exemple pour réviser des codes, des trucs que je comprenais pas. Mais c'est pas ça pour moi. Donc je pense que j'ai pas raison. Tout à l'heure, tu parlais aussi un petit peu du rapport justement avec les autres, que ce soit à l'école, etc. Est-ce que ce soit à l'école ou même maintenant, aujourd'hui, maintenant que tu es en études toujours? Ouais, je termine mes études. Tu termines tes études? En fait, moi, franchement, je suis aux antipodes de ce qu'on pense. Moi, si tu peux me mettre dans une ferme avec des enfants, toute ma vie, moi, je suis contente, en fait. Donc, je fais des études pour lui faire plaisir. Est-ce que toi, tu as l'impression que des fois, et du coup, vu qu'il y a des gens qui savent que tu es la fille d'eux ou quoi, etc., qui essayent un peu d'être amis avec toi par intérêt, ou qui essayent de, à travers toi, approcher, ça se trouve, peut-être le groupe ou ton père, ou peut-être que des fois, tu as déjà eu peut-être un peu du harcèlement par rapport à ça, ou des choses comme ça. Est-ce que là, c'est des choses que tu as vécues, et si oui, justement, comment? Ouais, il y a plusieurs points. Le harcèlement, je l'ai vécu, mais c'était pas directement lié à mon père ou à l'argent. Mais c'est arrivé après. En fait, moi, j'ai été en obésité presque toute ma vie. Et donc, j'ai vécu le harcèlement qui était d'abord lié à ça. Et très vite, ça a découlé sur l'argent, sur ton père, sur tout ça. Et puis après, les amitiés par intérêt, bien sûr, il y en a eu. Et je pense qu'il y en aura toujours. Le but, c'est plus de... En fait, c'est plus à moi de savoir les déceler et savoir m'en éloigner. Mais c'est compliqué. En fait, maintenant, j'ai mon fiancé qui, lui, voit les trucs vraiment différemment parce que il a pas grandi avec ça. Donc, il sait plus vite le déceler. Moi, je suis un peu naïve. Et je donne beaucoup. Je suis très généreuse. Mais grâce à lui, je fais différemment maintenant. Et c'est vrai que sans ça, c'est un peu compliqué de voir. Parce que les gens savent faire, en fait. Et parfois, quand on pense à intérêt, on pense tout de suite que telle personne, il va traîner avec nous parce qu'on va lui donner de l'argent, parce qu'on va lui donner une place au groupe. Mais parfois, c'est plus mesquin que ça. Parfois, c'est juste parce que c'est classe, en fait, de dire que tu traînes avec telle personne, parce que tu vas peut-être pouvoir rencontrer mon père, parce que tu vas avoir des places au club, parce que tu vas rentrer en boîte. T'as déjà des gars même qui ont voulu t'approcher ou pas, avoir une relation avec toi par rapport à ça? Ouais, j'ai eu des relations avec avec un gars surtout. Mais il y en a eu beaucoup. Après, en fait, c'est surtout les amis, parce que des relations avec des garçons, on est deux, quoi. Mais c'est surtout... En fait, j'ai vu la différence quand je suis partie, parce qu'à Lyon, la proportion de gens qui connaissent le nom Altrad, c'est pas du tout la même qu'à Montpellier. Et à Londres, encore moins. Mmh. Et donc, j'ai vu la différence à ce moment-là. Et quand je suis revenue, du coup, vivre à Montpellier, tout était très différent pour moi. Et c'était un bonheur, en fait, à Lyon, de pouvoir me faire des amis sans me poser la question. Ici, je sais que qui que je rencontre, il a forcément un avis. Il le sait dans tous les cas. Ça l'arrange ou ça l'arrange pas, ou il s'en fiche, mais dans tous les cas, il le sait. Et après, c'est à moi, à nous, avec mes frères et sœurs, de composer avec ça, de savoir se protéger et de pas tout donner. Mais ça revient aussi à ce qu'on disait sur la valeur de l'argent, pas tout donner à soi comme aux autres, en fait. C'est parfois, si on est au resto, on met 15 et c'est chiant de diviser, tu vas pas payer tout. Ça, c'est la facilité. Et j'aurais peut-être fait ça il y a 5 ans.
Mais maintenant j'ai compris. Mais ça prend du temps. Et heureusement que mon fiancé est là sur ça, parce que je pense que ça m'aurait pris encore plus de... Et je pense que papa, c'était une de ses craintes aussi. Quand j'étais plus jeune, je sais pas comment c'était pour les autres. Et quand j'étais plus jeune, il avait peur de ça. Mais je pense que ça existe en fait. Et toi, Moed, du coup, aujourd'hui avec tes enfants, si jamais il y avait quelques valeurs que tu as vraiment envie qu'eux retiennent de l'autre côté, ce serait quoi pour toi aujourd'hui les choses les plus importantes que tu as envie de leur laisser? Moi, une valeur que je retiens de dit, c'est l'humilité. Mais en fait, souvent on parle de ça, d'humilité. Et qu'on les trouve humbles. Mais en fait, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Enfin, pour lui peut-être. Et pour nous, en tant qu'enfants, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que d'être humble? On n'a rien fait. Tu vois, ça, c'est un truc que je garde en tête, mais ça me paraît évident que on n'a rien fait pour mériter ça. On n'a rien fait. T'as pas d'ailleurs un sentiment de l'imposteur ou un truc comme ça? Oui. Alors, je pense que c'est différent pour chaque enfant. Parce que je pense que c'est peut-être différent, par exemple, pour ceux qui travaillent au groupe. Mais je l'ai moins parce que, justement, ma vie, elle change pas. En fait, il y a rien que je fais que je mérite pas, je pense. Mais le sentiment de l'imposteur, peut-être pas, mais on n'en est pas loin, quoi. Je sais que j'ai rien fait pour mériter de pouvoir changer de voiture quand je veux, quoi, par exemple. Ça veut pas dire que je vais le faire, mais je sais que je peux, et j'ai rien fait pour ce pouvoir-là, quoi. C'était quoi le texte que t'as écrit? Ouais. Tu veux que je le lise? Ouais, avec plaisir, ouais. Oui, parce que c'est pas dire. Hein. Non, Non, mais c'est long. j'ai la main, tu peux les mots Je mettre. peux laisser si tu veux. Non, vas-y, avec plaisir si tu veux. Parce qu'en fait, je peux t'envoyer les vidéos, le son, le nez pourri. Non, mais c'était une partie que t'aimes bien du texte. Quel est de... C'est quoi, fait les deux? Ben, on voit les... Je ne donne pas d'ordre. Voilà. Vous faites ça avec vos parents? Moi, je pense pas, ils font pas comme ça. Bon, alors au lieu de vous parler d'un politique, de projet ou d'avenir, j'aimerais vous parler d'un lien. D'un lien très simple et pourtant très profond, celui entre un père et sa fille. Il m'est arrivé ces dernières années de publier sur internet quelques vidéos avec mon père. Rien de calculé, rien de stratégique. Je n'ai jamais voulu en faire un business ni une vitrine. C'est juste des moments partagés, sincères, comme tant d'autres. Et pourtant, à ce moment, lorsque j'ai vu les commentaires des dizaines, voire des centaines de milliers de gens qui m'écrivaient, quelque chose m'a frappé. Quelque chose que je savais, mais dont je n'avais jamais mesuré l'ampleur. Les gens aiment mon père. Tantôt ils se questionnent à son propos, tantôt ils l'admirent, parfois même on peut dire qu'ils l'idolâtrent. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que cela n'a jamais été pour les mêmes raisons que moi. Vous ne le connaissez pas comme je le connais et c'est normal. Vous n'avez accès qu'à une partie de sa vie, de son parcours, de ses combats. Et pourtant vous l'aimez, d'une certaine manière vous êtes fiers de lui. Alors je ne suis pas ici pour faire son éloge, je suis ici pour dire ce que j'ai appris, ce que j'ai compris. S'il est aimé ainsi, c'est parce qu'il a cette capacité rare de toucher tout le monde, toutes les générations, tous les parcours, toutes les sensibilités. Il ne sait pas qu'écouter, il sait entendre, et surtout il sait comprendre. Montpellier, c'est cette ville avec laquelle il a vécu une des plus grandes parties de sa vie, pour laquelle vous la connaissez. D'abord ses réussites, ses épreuves, ses renaissances, sa vie de famille et ses inquiétudes. Et puis pour vous parler encore plus personnellement, permettez-moi d'ajouter une touche d'humour. Mon père a ce côté syrien très tenace, pour ne pas dire têtu, ce trait de caractère que j'ai, je l'avoue, largement hérité. Moi, en tant que fille, j'aimerais qu'il se repose, qu'il découvre ce que c'est que de dormir profondément, de siroter un verre à la plage, parce que nous serions tous d'accord aujourd'hui au moins sur une chose, c'est qu'il l'a largement mérité. Et parmi tout ce qu'il a appris tout au long de sa vie, s'il y a bien une chose que mon père ne saura jamais transmettre, c'est le goût et l'art de ne rien faire. Et au fond de ce reste à ça, sa plus grande force. Montpellier a besoin de cette énergie, de cette hyperactivité débordante, de ce besoin irrépressible de faire toujours plus et surtout toujours mieux. Montpellier n'a plus besoin de quelqu'un qui cherche la notoriété, qui court après la visibilité, les projecteurs ou la reconnaissance personnelle. Tout cela, mon père l'a déjà connu, il l'a vécu, il l'a traversé. Et s'il y a bien une chose que je peux vous dire avec certitude, c'est qu'il n'en fait pas un auteur. Aimer une ville, ce n'est pas vouloir y laisser son nom, c'est vouloir y laisser des possibles. Comme l'écrivait Antoine de Saint-Exupéry, l'avenir, tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre. Et c'est cette ambition-là qui le porte pour Montpellier. Ce qui le pousse aujourd'hui, ce n'est pas l'envie d'exister aux yeux des autres, mais celle d'être utile, de laisser une trace pour lui, et d'en construire une autre, pas de laisser une trace pour lui, mais d'en construire une pour les autres.
L'expérience n'est pas un privilège que l'on contemple, mais une responsabilité que l'on partage. Albert Camus nous rappelait que la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. C'est exactement ce qui le pousse encore aujourd'hui. Il ne vient pas chercher un titre, ni une image, ni une revanche. Il vient parce qu'il sait qu'il peut encore donner, parce qu'il croit profondément que l'expérience, lorsqu'elle est mise au service d'une ville, n'est pas un aboutissement, mais une responsabilité. Alors oui, je lui ai parfois déconseillé de continuer, je l'avoue, et je l'ai fait de manière tout à fait égoïste en pensant à mon papa plus qu'au Montpellierin. Mais lui, il veut tout l'inverse, il veut rendre à Montpellier ce qu'elle lui a donné, même si parfois il lui a aussi recru. Il a ce besoin, cette envie profonde d'offrir au Montpellierin l'image qu'il a eue d'elle en arrivant pour la première fois, la ville qui ouvre le champ de tous les possibles. Ce qui touche vraiment les gens, ce n'est pas la posture d'un homme, mais la vérité d'un engagement. Friedrich Nietzsche écrivait « Deviens ce que tu es ». Et aujourd'hui, il est temps de donner l'opportunité à Montpellier de devenir ce qu'elle est. Ce père, cet homme, n'est pas seulement un candidat, il est Montpellierin, un Montpellierin de cœur, quelqu'un qui, comme avec ses enfants, n'a jamais cessé d'aimer cette ville, de lui offrir, et ne cessera jamais de vouloir lui donner le meilleur. Tu as écrit très bien, c'est vrai. Très bon monde. On va laisser conclure sur Emma. Je l'ai aidé pour l'écrire. Ah, tu l'as aidé? Tu sais qu'il était pas au courant. Et quand j'ai fait le discours, il m'a pas écouté. Je suis sortie et je lui ai dit c'était bien. Il m'a dit bah je sais pas. J'ai dit Et là, du coup, tu l'as entendu là? Je t'ai pas lu. Ben, tu l'as entendu. Ouais. Mais comment tu l'as pas lu si c'est toi qui m'as aidé à écrire? Ben non. C'est dans une autre. Non, merci beaucoup en tout cas, Moët, pour ce, Ben c'est un plaisir. pour ce moment. Moi, c'est ce que j'ai dit plusieurs fois, tu vois, sur la chaîne, tu vois, et je le redis comme ça directement. Et merci aussi à toi, Emma, d'avoir pu nous permettre de créer aussi ce moment-là et que tu as accepté aussi d'être là. Je pense que c'est super intéressant pour plein de gens aussi de te découvrir justement comme ça. Et moi, je trouve ça hyper intéressant, le recul justement que tu as sur ta vie, sur le contexte, sur toutes ces différentes choses-là. Et moi, c'est ce que j'ai dit plusieurs fois sur la chaîne. J'ai fait plein de gens qui sont très connus, qui sont très médiatisés, voilà, qui ont réussi dans des domaines différents. Mais le seul vraiment épisode où je ressens de la fierté d'avoir fait, tu vois, c'était l'épisode qu'on a fait ensemble et cette discussion-là, parce que je pense que c'est vraiment des choses sur lesquelles, même dans les prochaines années, tu vois, les gens pourront revenir, etc. Et chaque épisode que je fais, je suis content de le faire. Mais cela, vraiment, tu vois, c'est le seul où je ressens de la fierté de l'avoir fait, tu vois. Je te remercie. Donc merci à toi. Merci Moët. Merci Emma.